Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, location touristique ou location de longue durée, quel est le plus avantageux pour les propriétaires? Quelle formule choisir en fonction de votre lieu d'habitation, de votre bien aussi? On va faire le point avec nos invités. On passera en revue les deux possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous accompagne aujourd'hui dans Smart Patrimoine, on le connaît bien, Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Grégory Rouvière nous accompagne également, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Arnaud Groussac, pourquoi cette question, elle est essentielle? Location touristique, location longue durée, il faut se la poser. Alors oui, il faut se la poser parce que c'est l'effet Airbnb qui a boosté les locations saisonnières notamment et qui a permis aux gens et aux investisseurs de se dire tiens, finalement, pourquoi on n'investirait pas tout en profitant un peu de la location quelques semaines par an. Et c'est vrai que historiquement, c'était plutôt les beaux commerciaux avec des semaines d'occupation, avec des gestionnaires qui étaient à la mode, alors principalement mer et montagne, parce que peu en ville. Mais finalement, l'essor du Airbnb a fait arriver sur le marché beaucoup de biens, a fait transformer beaucoup de biens, et beaucoup de gens se sont dit tiens, c'est plus rentable peut-être de le louer à la semaine. Et finalement, pourquoi on ne le louerait pas à la semaine plutôt qu'à l'année et s'embêter avec un locataire longue durée. Voilà. C'est une question qu'on anticipe, qu'on se pose avant même d'acquérir son bien. Alors, nous, on le voit surtout sur les demandes, effectivement. Oui. Quand ça doit être de la courte durée, c'est souvent parce qu'on voudrait un bien au bord de la mer, par exemple, et qu'on voudrait en profiter, qu'on se tourne vers la location courte durée. Et c'est souvent cette demande-là. Donc après, il faut rationaliser l'investissement et se dire quel est l'objectif de l'investissement. Si c'est d'en profiter, oui, bien sûr, il ne va pas y avoir beaucoup d'autres alternatives. Mais il y a eu aussi un effet d'opportunité de se dire, par rapport à la zone de notre bien, alors là, pour le coup, pas forcément mer ou montagne, mais si on prend centre-ville, par exemple, c'est peut-être plus judicieux de faire à la semaine, d'avoir moins de locataires, mais de louer en façon Airbnb, parce que si on est à du Paris-Centre, du Bordeaux-Centre ou du Montpellier-Centre, on peut avoir un attrait touristique. Et ça, c'est plutôt un nouveau marché qui a créé de l'opportunité chez les investisseurs. Force est de constater qu'après le Covid, la question est toujours là, et qu'ils ont quand même pas trop loué pendant le Covid. Donc aujourd'hui, on a, depuis 2 ans maintenant, beaucoup de biens de courte durée qui sont revenus sur le marché de la longue durée. Mais ça y est, à nouveau, les investisseurs commencent à se reposer la question, surtout avec l'arrivée du plafonnement des loyers dans certaines villes, qui peut faire réfléchir sur le loyer meublé longue durée. On va en parler évidemment, Grégory Rouvière, c'est une tendance que vous aussi, vous voyez. Vous êtes dans une région, dans une ville plutôt touristique, proche de la mer aussi. La location courte durée, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien. On le voit de plus en plus. À Montpellier, il y a 5000 appartements qui sont disponibles, dit en Airbnb, ça peut être via d'autres plateformes, via d'autres moyens. Donc aujourd'hui, il y a plus d'appartements comme ça que de chambres d'hôtel sur une ville que Montpellier. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'est effectivement accentué. Après, il y avait aussi l'idée qu'il y avait moins de régulation. Donc on louait un petit peu comme on voulait. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. C'est de moins en moins le cas. Donc certainement, ce marché-là va être rattrapé par des régulations de la même manière que, comme on a parlé de l'encadrement des loyers. Après, il y avait une question centrale, effectivement, c'est est-ce que je veux utiliser, moi, l'appartement, ne serait-ce qu'un jour dans l'année? Si je veux y venir... Moi, par exemple, on a des agences au bord de la mer, à la Grande Motte, au Gros du Roi. Plus souvent, c'est la résidence secondaire améliorée. En fait, on va plutôt chercher à le louer pour payer les charges et payer les frais et en profiter, plutôt que réellement d'être dans une position d'un investissement. Après, en ville, c'est un peu différent. Mais après, effectivement, on va aller chercher cette attractivité qui peut être touristique, comme vous disiez, ou à la fois des gens qui viennent travailler, qui permet de louer beaucoup. Parce que l'idée, quand on opte pour cette option-là, il faut remplir, quoi. Ça, c'est des questions que vous posez aux futurs acquéreurs, aux futurs propriétaires. Il faut forcément connaître ses besoins. Voilà, il faut que lui sache s'il a envie d'y être un petit peu, de pas du tout y être. Alors ça, c'est la question fondamentale. À partir du moment où vous voulez venir, vous ne pouvez pas mettre un locataire qui en fera sa résidence principale. Donc ça, c'est assez simple. Après, quand on a quelqu'un qui se positionne plutôt pour faire un investissement locatif, là, sans y venir, il a les deux possibilités, avec chacune qui a ses avantages et ses inconvénients. On va rentrer dans le détail justement. Arnaud Groussac, juste avant de rentrer donc, dans les avantages, les inconvénients, on va parler aussi un peu de fiscalité évidemment. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Voilà, là on est sur ces questions de prise de choix, de prise de décision, pardon. Voilà, est-ce qu'on peut commencer
par la location courte durée pour au final changer d'avis, voilà. Alors, globalement, oui. Oui. Faire assez simple, globalement, oui. Vous avez des régimes qui vont être spécifiques à chacun, mais vous allez être abrité sous le régime du loueur meublé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a beaucoup de logements de type Airbnb qui sont juste de la rentabilisation du logement. C'est-à-dire, vous partez 15 jours en vacances, vous louez votre résidence principale. Donc, tous ces logements-là ne sont pas des logements d'investisseurs. Donc là, vous allez simplement les déclarer via une ligne sur les impôts, qui est ni plus ni moins que la taxe Airbnb, où vous allez avoir 70%, je crois, ou 14% d'abattement forfaitaire. En revanche, quand vous allez être un vrai investisseur, votre objectif est de le rentabiliser le plus longtemps possible, ce n'est pas votre résidence principale, vous allez être sous le régime du loueur meublé. Donc là, soit vous êtes en régime micro, BIC, soit vous êtes en régime réel, et vous allez amortir tout ce que vous achetez, c'est-à-dire vous allez amortir vos murs, vous allez amortir vos meubles et vous créez ainsi des revenus nets d'impôts, sans être trop compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si votre objectif, c'est de le louer à l'année, le régime micro ne sera pas adapté, il vaut mieux amortir. Voilà. Si votre souhait, c'est de le louer finalement que quelques semaines par an, le régime micro risque d'être plus adapté. Pourquoi ? Parce que les impôts considèrent qu'au-delà de 8 semaines d'occupation, c'est un usage personnel et donc on ne peut pas amortir. Voilà. L'amortissement peut être requalifié. Pour rester sur cette question des coûts, même on va peut-être parler même de logistique, puisque louer en Airbnb demande de la logistique aussi pour le propriétaire. Voilà. Non pas sur des questions de fiscalité, véritablement sur des questions de coûts. Vous parliez de cette question de plafonnement des loyers. Voilà, comment on fixe le prix d'une nuitée, par exemple, sur une location courte durée ? Comment on fixe le prix d'un loyer dans des zones plus ou moins tendues ? Voilà, le retour sur investissement entre ce que ça nous coûte et ce qu'on va en dégager par mois. On va, je ne sais pas, prendre par mois, ce sera plus simple. Voilà, comment ce calcul est fait ? Est-ce que sur le papier, il y en a un qui est clairement plus avantageux que l'autre ? Alors, il n'y en a pas forcément un. Encore une fois, ça va. Je ne vais pas vous aider dans ma réponse, mais clairement, ça dépend. On ne va pas choisir aujourd'hui. Ça dépend de la zone très clairement. Aujourd'hui, sur de la ville tendue, la location longue durée va être plus avantageuse parce que moins contraignante. Oui. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du Airbnb, donc à part de déléguer la gestion, et là vous serez mieux placé que moi pour en parler, et donc d'avoir des coûts importants en location à la semaine, vous avez l'entrée-sortie des locataires, mais vous pouvez avoir des conciergeries aussi qui vont jusqu'à référencer votre bien sur les plateformes, à gérer les dépôts de garantie, etc. Et là, ça peut coûter jusqu'à 40% à peu près du loyer. Donc, le coût d'utilisation, si vous ne vous en occupez pas, est très élevé. Donc, si vous voulez une simplicité de gestion, à l'année, au final, vous allez avoir moins de loyer, mais beaucoup moins de charges et beaucoup plus de stabilité, donc moins contraignant, sur lequel vous pouvez, à l'année, vous passer d'une agence. Très clairement, si vous avez un étudiant, moi, c'est mon cas sur un de mes apparts, ça fait 3 ans qu'il est là. Voilà, ça ne bouge pas. Sur de la location courte durée, c'est absolument pas le cas. Il faut vraiment être soit proche du bien, soit délégué. Et là, ça coûte beaucoup d'argent. Sur cette partie logistique, je vous fais rebondir là-dessus. Oui, après, ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que le rendement, c'est-à-dire les loyers qu'on va percevoir, peu importe le moyen qu'on choisit, c'est parce qu'il y a des gens qui vont occuper l'appartement. Si l'appartement est fermé, les loyers ne rentrent pas, donc ça veut dire qu'il y aura une utilisation. Alors effectivement, si on loue à la semaine, le prix à la nuit est supérieur à la location longue durée, mais ça veut dire des rentrées et des sorties, surtout que l'utilisation actuelle et ce qui se développe de plus en plus, c'est les très courts séjours en fait. Les gens qui viennent à Montpellier, à Bordeaux ou à Lyon ou peu importe, ils viennent 2 jours, 3 jours. On n'a plus des locataires qui restent 15 jours, même au bord de la mer. Avant, on avait les juilletistes, les haussiens, c'est fini. Ça, même en pleine période, ils vont faire 3 stations balnéaires différentes dans l'été. Donc ça veut dire des rentrées, des sorties. Et ça, il faut savoir le gérer. Et donc effectivement, il y a un coût en face. Parce que ça rentre en compte évidemment aussi. C'est-à-dire que cet appartement, si on arrive à le louer que 2 mois dans l'année, c'est complètement différent. C'est pour ça que la localisation est très importante. Si on prend au bord de la mer, au mois de décembre ou de novembre, ce sera plus compliqué à louer. Si on est dans une grande ville, on va pouvoir louer un petit peu plus, mais du coup avec plus de courts séjours, c'est-à-dire de mouvement de locataires. Et puis également du coup d'usure de l'appartement, puisque quand on a des locataires qui rentrent et qui sortent en permanence comme ça fait du mouvement, quoi. Vous arrivez à faire ce calcul ? Oui, pardon. Allez-y, rebondissez. À ce que vous disiez, il y a aussi un effet dans l'investissement saisonnier qui est un effet très
plaisir et du coup qui occulte la réalité économique. Nous, on le voit, il y a des clients qui nous le demandent et qui nous disent « Non, mais c'est bon, j'ai fait mes calculs, je n'ai besoin de le louer que 30 ou 32 semaines par an. » Voilà, c'est ce que j'allais vous dire sur ce calcul de combien de temps j'ai besoin de le louer pour être rentable. Quand vous êtes sur 30 ou 32 semaines, vous savez que vous n'allez pas gagner d'argent. Ouais. C'est impossible. Si vous êtes à la mer, vous allez le louer principalement si vous n'y allez pas, parce que souvent en plus ils vous disent je me le garde les 15 premiers jours d'août. S'ils enlèvent les 15 premiers jours d'août, la rentabilité n'est pas la même. Voilà, ils le gardent aux 2 semaines les plus rentables. Donc si vous le louez au bord de la mer, même à temps plein, de début mai à mi-octobre, ce qui est déjà beaucoup, vous êtes en dessous des 32 semaines, et pour la montagne, c'est le même effet de l'autre côté. Donc, globalement, si vous voulez avoir un investissement qui soit rationnel, il ne faut pas que vous ayez l'obligation de louer de plus de 15 à 20 semaines. Voilà, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire plus de 4 mois de location. Si vous êtes au-dessus, il y a peu de chances que vous rentabilisiez. Donc, c'est pour ça qu'après, derrière, si votre souhait, c'est de l'utiliser en télétravail, par exemple, du jeudi au lundi ou d'y aller hors période, allez-y, parce que ça répond aussi presque à une seconde résidence principale. Donc vous optimisez. Mais si votre but c'est de gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas si vous êtes à 30 semaines, ça c'est une certitude. Sur cette question de la réglementation, on l'a un tout petit peu abordé, donc un secteur de plus en plus réglementé, la location touristique. Qu'est-ce que ça a changé, ça, sur le marché? Qu'est-ce que ça a changé pour les propriétaires? Ça a changé la réflexion, en fait. C'était que quand on était dans un dîner avec des copains, on disait moi j'ai un locataire à l'année, j'ai un problème, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un truc, mais je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre en location saisonnière. En plus, le prix à la nuit est beaucoup plus important, je vais gagner plus. Et puis, il n'y avait pas le poids de la réglementation, contrairement à la location annuelle qui l'est de plus en plus. Mais là, donc, arrive des lois pour contrer un peu ça, sur des obligations de se déclarer en mairie déjà, c'est la première. On ne peut pas faire ça de manière opaque maintenant. Les communes essayent de reprendre la main, en effet. Les communes essayent de reprendre la main. Après, il y a les syndics de copropriété aussi qui essayent de reprendre la main. Ce qu'on peut comprendre quand on a dans un immeuble 80% des gens qui vivent à l'année, qui vont bosser le lendemain, et les 20% d'autres qui arrivent à pas d'heure avec la valise, ça peut déranger. Et donc, d'ailleurs, vérifiez bien dans votre règlement de copropriété si vous avez le droit de louer un saisonnier aussi. Déjà. Et ça, pour le coup, voilà, c'est des contraintes supplémentaires qui s'ajoutent à ça, quoi. Et ça change un petit peu la donne. Il y a eu vraiment un effet de mode. Même, on ne disait même pas je vais louer un appart, on disait je vais louer un Airbnb. On dit j'ai pris un Airbnb. La preuve de la puissance de la plateforme au passage. Mais donc voilà, là, il y a des contraintes qui arrivent et qui relance un petit peu ce débat-là. Et il y a une contrainte très politique qu'on voit beaucoup sur le terrain aussi. Au-delà du côté Airbnb, c'est surtout, et on en parlait hors antenne, mais l'absence d'offres actuellement sur le marché. On a beaucoup de classes d'actifs qui disparaissent du marché, donc le neuf qui est en baisse, les maisons qu'on ne trouve plus. Et aujourd'hui, les municipalités vont aller de plus en plus à la chasse à la courte durée. Alors ça ne va pas concerner mer et montagne, parce que ça a moins une clientèle annuelle. Non, mais sur une ville comme Paris. Voilà, sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, sur toutes ces villes en zone très tendue aujourd'hui où les gens n'arrivent pas à se loger, ça va être la guerre sur le saisonnier, parce qu'ils ont besoin de remettre sur le marché des logements annuels, parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Il faut récupérer ces appartements-là et les sortir du marché des vacanciers. Est-ce que c'est pas aussi dans l'intérêt du propriétaire de le faire, ça? Alors encore une fois, ça peut l'être si il a besoin de trop le louer pour le rentabiliser, et il va y avoir, ce qu'on disait juste avant, une facilité de le remettre à l'année. Après, je vois plutôt arriver, moi, sur le saisonnier dans les grandes villes, des taxes façon logement vacant, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes un saisonnier, puisque vous êtes obligé de vous déclarer en Airbnb notamment, vous allez avoir une taxe annuelle pour vous forcer, pour vous obliger à le remettre sur le marché traditionnel, ce qui dans les grandes villes tendues n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, sur des villes comme Paris, Bordeaux, on a de toute façon pléthore d'offres d'hôtels, vous avez quand même de quoi vous loger quand vous y allez à la nuitée. Donc même en résidence hôtelière ou para-hôtelière, dans des résidences gérées, vous avez beaucoup d'offres. Donc effectivement, même si on n'avait que la moitié de l'offre qui revenait sur le marché, ça ferait du bien au marché longue durée. Bon, Après, oui, 10 secondes. Alors, il y avait un élément qui était les loyers impayés. Oui. Voilà, c'est vrai que... Ça, c'est le risque, location longue durée, c'est le risque. Les vacanciers payent d'avance, donc j'ai pas d'aléa. Après, aujourd'hui, en France, il y a moins de 3% d'impayés locatifs. Il y a des agences immobilières qui accompagnent quand même des propriétaires et qui gèrent leurs biens.
il y a des assurances loyers impayés. Au final, le risque de vide locatif, on l'a vu avec le Covid, les appartements Airbnb n'étaient pas loués. Et peut-être plus important finalement que ce risque de loyer impayé. Que ce risque du loyer impayé qui reste anecdotique en fait. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Merci d'être venu nous voir dans le nord de la France. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.